Messieurs, mesdames, bienvenue dans cette émission Parcours d'élite. Parcours d'élite qui est une émission qui vous donne l'occasion de découvrir qu'est-ce qu'a été les parcours des hommes et femmes qui ont marqué leur génération ou encore qui se sont démarqués dans leur savoir-faire. Aujourd'hui, Parcours d'élite reçoit pour vous Messieurs Bertin Ewanga, honorable député et secrétaire général de l'INC, parti cher à Vital Kamerhe. Bonjour Monsieur Ewanga et bienvenue dans Parcours d'élite. Merci beaucoup Madame. J'ajoute c'est Jean-Bertrand Ewanga, secrétaire général de l'INC et coordonnateur de la coalition pour le vrai dialogue. Voilà. Et voilà, comme le veut le principe de cette émission, nous partons des zéros de votre parcours jusqu'à là où vous êtes. D'entrée de jeu, Monsieur Ewanga, dites-nous, qui êtes-vous? Bon, moi c'est Ewanga Issé Ewanga Iwoka, Jean-Bertrand, fils de maman Iwoka et de papa Issé Ewanga, tous décédés. Je suis originaire de l'Équateur, précisément dans le district de la Tuapa, territoire du Kela, ou dans le groupement de Bombolé, où je suis né. Et puis il faut dire qu'après mes études primaires à Mondombe même, je fais l'université à Kisangani et puis à l'IPEN, une partie, parce que j'avais fait la pédagogie appliquée à Kisangani et puis j'ai terminé à l'IPEN où j'ai fait une distinction. Et puis j'ai été retenu là-bas. Aujourd'hui je suis chef de travaux, je prépare mon doctorat en langue et civilisation africaine. Ma carrière politique, elle est très longue. Déjà, sous Mobutu, je fus... Là, on va arriver, Monsieur Bertrand. Voilà. Ouais. Après vos études, nous voulons savoir quelle a été votre première expérience professionnelle. Quand je termine mes études de pédagogie appliquée à l'université de Kisangani, je suis professeur à l'Athénée de Kitenge, à Kisangani. Et puis après, je suis allé... je fais, comme j'avais distingué, j'étais retenu assistant et je suis enseignant de formation. Voilà. Et cette expérience, ça vous a été facile? Non seulement facile, mais ça m'a beaucoup aidé dans ma carrière politique. C'est ça. Il faut dire que si vous faites le tour du monde, les médecins, les professeurs, le pasteur, quelquefois des militaires, ce sont les meilleurs présidents de la République, le meilleur Premier ministre, parce qu'ils sont toujours en contact permanent avec la société, ça veut dire les hommes et les femmes. Voilà, j'ai comme l'impression, l'enseignement se marie facilement avec la politique. Nous voulons savoir, Monsieur Ewanga, comment êtes-vous arrivé dans la scène politique? C'est une très bonne question. J'avais des modèles. Surtout Fessa Kombindongo m'avait beaucoup inspiré. Et puis après, quand on créa l'UDPS, nous étions encore à l'Équateur, nous avions un des nôtres, Marcel Yaou, qui était un des fondateurs, membre du directoire, et nous nous sommes intéressés au parti. C'est alors que nous deviendrons politiciens, en commençant d'abord par être... j'étais d'abord conseiller au ministère de Culture et Arts. Et puis M. Tshisekedi, quand il passe Premier ministre en 1993, je suis nommé conseiller politique de M. Etienne Tshisekedi parce que je viens de l'UDPS. J'ai même été président fédéral de l'UDPS à un moment à l'Équateur. Et puis... voilà, avec l'arrivée de l'AFDEL, la mort de Mouzé, Joseph Kabila a fait de moi gouverneur de province, de la province de l'Équateur. Vous avez connu Mouzé Kabila, vous avez travaillé avec lui? Oui, j'ai connu Mouzé comme collaborateur, ça veut dire que mon ministre, Feuki Bassamaliba, était son ministre, moi j'étais conseiller au ministère, mais lorsque la guerre commence, nous avons été choisis comme des experts à travailler avec les Ibamboyens pour monter des projets d'autofinancement qui pourront permettre de financer la guerre. Et quand Mouzé meurt, Joseph Kabila va me nommer gouverneur de province. J'ai géré l'Équateur pendant 4 ans comme gouverneur. Et après, j'étais député de transition. En quelles années? Je suis nommé gouverneur en 2001 et je termine en 2004. Début 2001, je termine en 2004.
Et je suis, après, quand il y a eu le dialogue de Sun City, je suis maintenant désigné comme député de transition parce que je devais libérer le poste. Et après, nous sommes allés aux élections de 2006. J'ai été élu dans mon territoire d'Ikela. Et encore en 2011, réélu. Toujours dans votre territoire? Territoire d'Ikela. Et en 2016, je serai encore réélu dans mon territoire. Qu'est-ce qui vous rassure? Ça me rassure parce que je réponds quelque peu aux aspirations de ma population. J'ai quand même beaucoup travaillé chez moi. Je suis promoteur d'une université dans mon territoire. Aujourd'hui, les étudiants passent en deuxième licence. J'ai une grande radio, je fais beaucoup de réalisations chez moi, j'ai engagé beaucoup de gens. Quand je suis gouverneur, et avant d'être gouverneur, j'étais coordonnateur des écoles protestantes, ça je ne vous ai pas dit, dans le Bokungu-Ikela. Donc chez moi, le peuple m'adopte. Voilà, vous êtes député élu dans votre territoire du Congo-Ikela. Non, Ikela. À Ikela, voilà. Nous voulons savoir, dites-nous, parce qu'à Kinshasa, en RDC, parfois on confond les choses. On veut savoir quel est le vrai rôle d'un député. C'est une très bonne question. Et dans notre pays, les députés n'ont pas de rôle. Nous sommes rejetés au second plat. Et c'est le politique, le gouvernement, le chef de l'État, avec sa majorité, qui impose des principes. Le rôle du député, naturellement, c'est élaborer les lois de la République, il faut les élaborer. Et puis, contrôler l'action gouvernementale. Les ministres qui gèrent, et dans la gestion de la chose publique, ils commettent des gaffes. Et c'est le contrôle parlementaire qui doit redresser des situations pour qu'on aille de l'avant. Ce n'est pas la situation que nous vivons ici. Au moment où on vous fait une majorité qui protège le ministre, et on ne sait pas faire les contrôles. Vous avez même remarqué que le chef de l'État, quand il s'est adressé aux concertateurs, il a dit qu'il faut les contrôles. Mais ça, c'est le dire. Mais sur le fait, on n'arrive pas à faire notre travail. Ici, le député ne fait pas son travail que d'accompagner le gouvernement. Et nous qui sommes dans l'opposition, on nous considère comme étant de perturbateurs. Vous avez anticipé ma question. C'était l'une de mes questions, savoir est-ce que vous en tant que député, vous faites réellement votre travail et quelles sont vos relations entre vous, les députés de l'opposition, et ceux de la majorité dans l'Assemblée nationale? Madame, je vais vous dire, nous avons la commission fibre optique. Je suis membre de la commission fibre optique. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des gens qui se sont arrangés pour le câble, pour la fibre optique. Le kilomètre, ça coûte 20 000 $. Mais les gens ont vendu, au Congo, on a signé des documents de câbles à 80 000 $. Et on nous demande, nous, de mener l'enquête. Et puis après, la commission constituée, on nous a même payé les frais d'émission pour aller dans les Bas-Congo. Et puis on a annulé ça. Et les individus, des grenadiers de cette république, qui ont bouffé de l'argent, ils sont là, ils sont protégés par le pouvoir. Et c'est ça le problème, le député ne fait pas son travail. On nous empêche, le gouvernement nous empêche, c'est-à-dire pas le gouvernement, M. Kabila et ses hommes nous empêchent d'appliquer les textes constitutionnels pour contrôler ceux qui ont en charge la gestion de la chose publique. C'est un problème pour nous. Le député est malheureux et qu'on ne vous raconte pas des histoires. Aujourd'hui, vous jetez l'éponge parce que vous n'avez pas le pouvoir. Une fois que vous aurez le pouvoir, vous pensez changer les choses? Il faut changer les choses et c'est l'aspiration finale et primordiale parce que nous avons dit qu'il faut la démocratie dans ce pays. Et quand il y a la démocratie, il y a la bonne gouvernance. Et la bonne gouvernance, il y a le contrôle de la chose publique. Madame, est-ce que vous pouvez vous rendre compte que dans ce pays ici, le budget 2012, toutes les contributions des sociétés minières, il n'y a aucune trace au niveau de la DGRAD. L'argent est parti où? Mais il y a un problème. Et il ne faut pas poser des questions. Est-ce que vous pouvez imaginer que dans ce pays ici, un bloc pétrolier est vendu à 500 000
Ils vendent ça à leurs amis. Et les amis vont revendre à la bourse 3 mois après à 191 millions de dollars. Ils se partagent. Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas de Koulouna? Les blocs pétroliers d'Ituri, il n'y a aucune incidence sur la population. Vous avez le barrage de Inga. Au moment où Zuma est allé dans son parlement, ils ont débattu de la question pour qu'on finance Inga 3. Mais vient ici, le gouvernement signe et le dossier ne passe pas au niveau du Parlement. Madame, un autre exemple, boulevard Triomphare, la première partie, Musée a dépensé 800 000 dollars. Est-ce que vous savez que de la Huilerie jusqu'au 24 novembre, c'est 24 millions de dollars? Mais ça c'est grave. Je ne raconte pas des histoires, mais on nous empêche de contrôler. Vous avez vu le contrat chinois ici. On nous a dit des contrats chinois, on nous a promis mon et merveille, 9 milliards. Où est-ce que nous sommes aujourd'hui? Il y a un problème. C'est pourquoi nous, au niveau de la politique, nous avons pensé créer Sauvons la RDC. Oui, honorable, nous allons arriver. Voilà. En vous entendant parler, on sent que vous avez besoin de contrôler, donc d'entrer, de savoir comment est-ce que les choses sont gérées en RDC. Oui. Le président Joseph Kabila vous donne l'occasion d'entrer dans le gouvernement du gouvernement de cohésion nationale. Oui. Mais c'est comme si l'INC est en train de tergiverser. Non, il est hors question pour nous. Interdit, et un membre de l'INC qui s'hasarde de se présenter dans cette mésaventure qui n'apportera aucune solution aux problèmes des Congolais, il s'auto-exclut, donc il quitte automatiquement le parti. Comme vous avez exclu Madame Martine, si je ne me trompe pas, elle qui a participé aux concertations nationales. Oui, nous respectons beaucoup cette dame, mais parce que nous considérons qu'elle n'a pas suivi les injonctions qui ont été données par la hiérarchie du parti, elle a été frappée par la mesure, et cela sans recours. L'UNC, vous avez besoin de mettre le main dans la casserole, mais vous refusez toutes les occasions, toutes les opportunités qu'on vous offre. Vous avez refusé les concertations, vous refusez le gouvernement à venir, le gouvernement de cohésion nationale. Que veut l'INC exactement? Vous n'êtes pas là pour embrayer comme on a toujours dit, parce que vous étiez de l'autre côté. Et vous venez maintenant de passer de l'autre côté, mais vous êtes toujours sceptique par rapport à toutes les propositions. C'est quoi au juste? Non, madame, pas sceptique. Nous connaissons le chef de la majorité. Même quand il ne parle pas, nous savons ce qu'il veut dire. Oui, parce que nous avons été ses francs collaborateurs. Et nous savons que cette histoire de gouvernement, c'est un processus de concertateur, ça ne nous concerne pas. Mais nous ne venons pas déranger. Nous voulons que le chef de l'État a signé l'accord cadre d'Addis Abeba. Il y a une résolution 2098 du Conseil de sécurité qui a sanctionné cet accord. Il faut un dialogue inclusif. La guerre est terminée, mais maman, vous ne pouvez pas bâtir l'unité, la paix de ce pays sans impliquer le cardinal Monsengo, sans impliquer Vital Kamerhe, sans impliquer Etienne Tshisekedi ou Mulumba, sans impliquer dans une certaine mesure aussi Zanga Mobutu. Mais ils n'ont pas les pouvoirs, c'est la personne qui a les pouvoirs, qui contrôle, qui dirige, qui a le mot d'ordre. Mais vous pouvez avoir le pouvoir et vous n'avez pas le peuple. Il a le pouvoir, mais pourquoi ça ne marche pas? Non, il y a le pouvoir pour le pouvoir et il y a le pouvoir qui est soutenu par le peuple. Il faut avoir l'opinion, parce que quand je cite Tshisekedi, je cite Mbusa Nyamwisi, je cite Zanga et Vital Kamerhe, ne voyez pas ces gens comme des individus. Ils sont le porteur d'espoir, d'opinion. Derrière eux, des Congolais rêvent et pensent au changement de notre pays. Et c'est pourquoi nous disons qu'il faut que nous soyons autour d'une table. Et c'est pourquoi il y a la création de la CVD, Coalition pour le vrai dialogue. C'est qu'on se mette autour d'une table, qu'on aborde des problèmes clés du pays pour qu'on décolle. Et cet exemple, madame, nous avons eu l'Afrique du Sud. Ils se sont retrouvés. Aujourd'hui, il y a la paix. Et beaucoup d'autres nations. Donc voilà notre souci, madame. Pas le gouvernement. Le gouvernement n'apportera rien.
Le gouvernement n'apportera rien. Parlons de la victoire de FARDC. Comment vous l'avez accueillie? Non, il faut dire que la victoire d'abord du peuple congolais. C'est le peuple qui a gagné parce que le peuple a résisté. Même des fois quand les FARDC, parce que à Rutshuru il n'y avait pas de FARDC, il y avait des Congolais qui ont opposé une résistance aux rebelles. Il faut d'abord féliciter notre peuple. Il faut aussi féliciter la communauté internationale. N'eût été cette brigade spéciale, même sans retard, mais cet engagement de la communauté internationale. Et nous ne voulons pas oublier les FARDC, mais pas tous les FARDC, toute la FARDC. Et quel FARDC? Parce que les FARDC qui étaient dans les opérations, je vois Olenga, je vois Mamadou, je vois le général Baouma, eux, moi je félicite ceux-là. Les autres, je ne félicite pas parce que ils étaient dans les complots de pillage de nos ressources sur le sang des Congolais. Ils étaient dans les complots de détournement de soldes des militaires, de détournement de vivres des militaires, de détournement de munitions des militaires, mais ils n'ont jamais été mis à la disposition de la justice. Mais comment voulez-vous que nous on félicite des gens qui n'ont pas mis ces gens? Certains ont été simplement suspendus. En tout cas, il faut un dialogue pour que des responsabilités soient établies, parce que nous ne pouvons pas accepter que notre armée nationale, aujourd'hui totalement infiltrée, vous connaissez l'histoire de Bosco Tangana. Il a déclaré à la CPI qu'il est né au Rwanda, il est rwandais, et qu'il est venu grandir au Congo. Il fut un Rwandais nommé général dans notre armée. Et ils sont nombreux dans les services de sécurité et autres. Nous devons faire un effort patriotique, que les Rwandais rentrent chez eux et qu'on organise notre pays comme la communauté internationale nous a apporté un appui pour que nous allions de l'avant. C'est ça. Donc il y a encore un problème des nationalités qui se pose. Et si, c'est juste une question pour savoir, un étranger peut venir dans un autre pays où il en fait son deuxième patrie, mais avec tout son amour, il veut apporter un changement dans son deuxième patrie là. Il n'a pas droit à adhérer? Non, madame, s'il est étranger, il n'adhère pas. Mais il s'identifie comme étranger. Mais ici, je ne fais pas l'amalgame. Dans ce pays, nous avons la communauté Hutu et Tutsi, qui se retrouvent aussi au Rwanda, et aussi les deux communautés se retrouvent au Rwanda. Et il n'y a pas que eux. Nous avons le Lunda dans le Bas-Congo et aussi dans le Katanga. Nous avons les Bas-Congo dans l'Angola et aussi dans le Congo voisin. Le problème, ce n'est pas nos frères Tutsi congolais, mais les étrangers qui sont venus chez nous. C'est ceux-là qui sont concernés. Mais l'étranger qui vient chez nous, qui apporte ses biens, et il affiche sa casquette d'étranger comme nous voyons certains Libanais ici, mais ils n'ont pas de problème avec nous. Mais le danger, c'est être d'une autre nation et occuper des postes stratégiques pour essayer de nous affaiblir. C'est ce que nous venons de vivre, madame. Et je crois qu'avec le sursaut de patriotisme actuel, nous allons nous affirmer pour que le Congo joue pleinement son rôle. Parce que vous savez, madame, France Fanon a dit que l'Afrique avait la forme d'un revolver et la gâchette, c'était au Congo. Et il ne faut pas détruire la gâchette. Et voilà, l'Afrique vient de perdre un monument à la personne de Nelson Mandela. Quel souvenir gardez-vous de Nelson Mandela? Madame, l'homme noir a été considéré comme un sous-homme. Il y a eu des théories qui ont été développées que nous étions proches aux singes. Il y a 2 siècles, une africaine, une bushman d'Afrique du Sud, a été mise dans une cage à Londres, une bushman, parce qu'elle avait les muscles fessiers très développés, et les gens venaient au jardin zoologique voir cette dame-là. Elle a été inhumée par Mbeki, on a renvoyé le corps. Mais voilà que le siècle finissant ici, nous avons Obama, qui dirige la grande puissance du monde. Et nous avons Mandela. Mandela qui vient de nous quitter, c'est une étoile qui vient de s'éteindre.
mais qui a laissé des flammes pour allumer le cœur de la jeunesse africaine, pour qu'elle ne soit pas complexée et qu'elle retrouve sa place sous le soleil. Nous disons que Mandela est mort, vive Mandela, parce que Mandela nous laisse un modèle de courage, de persévérance et un modèle d'affirmation de notre race pour devenir comme tout autre peuple du monde et pouvoir travailler pour le bien-être de tous les habitants de la terre, je vais dire de tous les terriens. Mandela, il nous annonce le message de la liberté. Et quelle que soit la longueur de la nuit, il y aura toujours un matin. Et le matin, c'est l'avènement de Mandela à la tête du pays. Et je crois que c'est un modèle qui restera à jamais. Nous prions les Très-Hauts, nos ancêtres, pour accompagner ces personnages illustres et pour que son âme repose en paix. Mandela, tu n'as pas vécu inutilement. Tu as laissé un peuple, et le peuple qui doit hériter ton savoir et ton amour envers la nation africaine et le monde. Une question de curiosité. Messieurs Bertrand et Wanga, si c'était à refaire, vous serez toujours politique? Mais si c'était à refaire, peut-être que je deviendrais un oiseau. Parce que l'oiseau est beaucoup plus libre. Un nègre, je serais à s'envoler partout. S'il était à refaire. S'il était à refaire, madame, je crois que je serais un meilleur politicien. Parce que nous avons un sérieux problème dans notre pays, madame. Est-ce que tout ce que nous disons à notre peuple, est-ce que tout ce que nous déclarons pour dire à notre peuple, suivez-nous, est-ce que nous sommes en mesure de réaliser ça? Nous allons de contradiction en contradiction. Les gens aujourd'hui, le peuple vous fait confiance, demain vous changez. Qu'est-ce que nous voulons? Mais je crois qu'un exemple comme Mandela, c'est une référence. Et c'est un modèle aussi. Et je crois que les Congolaises et les Congolais qui nous suivent doivent savoir qu'il ne faut pas perdre l'espoir. Parce que Mandela a fait 27 ans de prison. Et les enfants d'Israël ont fait 40 ans de désert. Mais tous les tours, les erreurs, les égarements que nous connaissons aujourd'hui, ça payera un jour. Le Congo survivra en dépit de nos faiblesses. Croyons à l'avenir, surtout à la démocratie. Vous êtes un homme public. Je sais qu'il y a de ces jeunes qui vous prennent comme modèle, comme vous aussi vous aviez votre modèle. Ce jeune-là qui aspire demain devenir politicien, quel conseil vous leur prodiguez? Oui, c'est une très bonne question. Nous sommes dans un pays où il n'y a plus de modèles. La jeunesse est embrouillée parce qu'il n'y a plus d'idoles. Les idoles aujourd'hui, peut-être les musiciens et autres, des références. Mais le conseil que je donne à la jeunesse, c'est d'être persévérant dans la vie. Éviter beaucoup de facilités dans la vie. La vie, c'est un combat, une lutte quotidienne sans merci. Et savoir choisir sa place sous le soleil. Ne pas être trop distrait. Et je crois que l'avenir vous accompagnera partout. Et voilà, le temps nous fait défaut. C'est avec votre mot que nous allons terminer cette émission. Chers téléspectateurs, cette émission finit par ici. Nous vous disons merci, vous tous qui nous avez prêté votre attention. Nous disons merci à toute l'équipe technique et je vous retrouve au prochain numéro.